Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pluriel, la radio de la tolérance et de la proximité, votre émission marocaine Arc-en-ciel. Il est 14h02 et nous sommes en direct avec nos amis de Paris et aussi de Casablanca au Maroc, avec Hamid Chariat, c'est Abdelatif Al-Fakkak, notre correspondant permanent à Casablanca. Il est 14h08 et nous sommes en direct avec Monsieur Adil. Fierté pour nous de vous avoir en ligne directe. Écoutez, c'est partagé. Partagé. Oui, en plus, un franco-marocain. Donc, absolument. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir pensé à m'inviter et à me convier sur votre antenne pour pouvoir parler des sujets, évidemment, qui intéressent vos auditeurs. Bonjour, alors Adil Farkan, vous êtes effectivement directeur de la rédaction Afrique.com et Afrique Foot, quotidien en ligne, ainsi que animateur de l'émission sur Télésud, la grande chaîne panafricaine, de Ça fait débat, ainsi que de l'entretien du jour. Voilà. Ma première question... Et vous voulez peut-être oublier simplement, oui, effectivement, une diffusion de l'émission Ça fait débat sur l'antenne de la TNT, la chaîne numéro 23, tous les dimanches matins. Ah, d'accord, merci pour la précision. Je voulais donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup d'intérêt sur notamment les grandes puissances aujourd'hui du vieux continent africain. Et à votre avis, quelle est la part de liberté que le journaliste africain puisse avoir aujourd'hui devant cet intérêt, disons, grandissant des grandes puissances pour le vieux continent? Bon, on voit, c'est une très très bonne question, elle est à la fois pertinente et à la fois elle est d'actualité, pour plusieurs raisons. À la fois les Occidentaux sont en train de sur la géopolitique et la géoéconomique de se repositionner. Et puis à la fois, vous l'avez bien vu, y compris entre Africains, c'est-à-dire, si je parle par exemple plus précisément du royaume du Maroc, c'est-à-dire le Maroc, qui lui aujourd'hui est en train, et de longues années d'ailleurs, hein, ça date depuis l'époque Mohamed V et encore plus avec Hassan II. Mais vous noterez aujourd'hui que avec la tournée sur toute l'Afrique de l'Ouest, concernant bien sûr le roi Mohamed VI, vous voyez bien que les choses sont en train de se dessiner. Pour aujourd'hui, mais pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le continent africain, d'abord, a toujours intéressé, d'accord, mais on s'est rendu compte très vite que ce n'est plus désormais en Europe, en Occident, ou en Chine, ou aux États-Unis, mais bien ce vieux continent africain qui intéresse désormais les Américains, les Russes, les Chinois, les Malaisiens. On parle très peu des Malaisiens, mais les Malaisiens sont arrivés massivement aussi s'installer en Afrique. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'il y a une véritable manne. Et cette manne, elle est à la fois économique, et elle est à la fois, comment dirais-je, politique, d'accord, sur l'échiquier, je parle international. Donc, je voulais juste apporter cette précision qui me paraissait importante, parce que ça me pousse à répondre à votre question concernant la liberté du journalisme, évidemment, et toute la place que peuvent occuper les médias. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que la liberté de la presse, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que sur le continent africain, le journalisme a une pratique encore
de façon indépendante et autonome. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce serait vous mentir de vous dire que le journaliste aujourd'hui peut tout à fait s'exprimer de façon très libre. C'est le cas chez 2, 3, 4 pays maximum, d'accord, notamment l'Afrique du Sud, un peu le Sénégal, il faut le reconnaître, et puis quelques pays là où on peut encore avoir cet espace de liberté. Il faut reconnaître le Maroc, le roi par exemple, le palais, on a depuis quelques années maintenant, depuis l'avènement d'ailleurs du roi Mohamed VI, et puis depuis qu'il a accédé au trône, il faut lui accorder, lui reconnaître que la liberté de la presse aujourd'hui, elle est en train de grandir, elle est en train de prendre de la place. Pourquoi ? Parce que on peut remarquer aujourd'hui cette diversité des médias, à la fois presse écrite, audiovisuelle, sur ces deux pôles. Alors, dès l'instant où, si vous voulez, on ne traite pas de façon caricaturale le roi. Voilà. Vous savez, il y a un sujet sacré, c'est le palais et le roi. En dehors de cela, on peut tout à fait s'exprimer librement. Hein, je pense que je vous l'apprends pas et vous le savez. Aujourd'hui au Maroc, on peut tout traiter. Tous les sujets, on peut les traiter. Et de la même façon, sur le continent africain, la liberté de la presse aujourd'hui, je pense avec l'enjeu international, parce qu'il y a une pression aujourd'hui. Il y a deux paramètres. D'abord, il y a le paramètre d'une pression internationale aujourd'hui, parce que tout va très vite. Et puis le deuxième aspect, c'est le monde digital aujourd'hui, qui a devancé même d'ailleurs le journalisme audiovisuel. Qu'est-ce que j'entends par le monde digital ? C'est les réseaux sociaux, c'est Internet, qui aujourd'hui, on a à peine le temps de communiquer une information, à peine le temps d'informer les téléspectateurs ou vos auditeurs, que déjà c'est sur Internet. D'accord ? Déjà en ligne, parfois. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la liberté de la presse, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Ça y est, désormais, le continent africain a pris toutes les mesures et puis toutes les dispositions concernant la pratique du journaliste, d'accord, et du journalisme. D'ailleurs, on le voit dans les différentes écoles de journalistes, on fait venir les formateurs de l'étranger, et vous avez vu, ça s'impose d'elle-même maintenant désormais, hein, cette liberté de la presse. Ça y est, je pense qu'en 2014, on peut considérer aujourd'hui que les choses et les mentalités évoluent. Et puis, il y a quelque chose de primordial aujourd'hui, parce que quand on regarde, je vais parler de géopolitique, je vais parler de géoéconomique, maintenant je vais parler, si vous voulez, comment dirais-je, l'avenir de l'audiovisuel. Et l'avenir de l'audiovisuel aujourd'hui, le continent africain, il est en train de le préparer pour plusieurs raisons. Je vais vous citer un exemple, c'est celui de l'arrivée de la TNT. Vous avez bien vu que les différents gouvernements, d'accord, les différents pays, du Maroc en passant par l'Afrique subsaharienne, moi je vais vous parler d'un continent, et puis d'une région que je maîtrise, que je connais très bien, c'est l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, il y a, notamment au Cameroun, par exemple, précisément, ils sont en train de travailler sur un lourd chantier qui est l'arrivée de la TNT. Si on parle du Maghreb, l'Algérie, ça y est, ils l'ont saisi. La Tunisie, de la même façon. Le Maroc, ils ont un train d'avance. Ils ont compris déjà depuis quelques années, d'accord, parce que avec l'organe et les hautes instances, l'équivalent de chez nous ici en France du CSA, ont commencé à distribuer des canaux, distribuer un canal à chacun de ceux qui postulent pour avoir une chaîne ou une radio. Ce qui aujourd'hui explique cette multiplication, et puis surtout, c'est pas la multiplication des chaînes de télévision ou de radio ou de presse écrite. Ce qui est important, c'est de noter cette diversité. C'est ça qui est important. Ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, d'accord ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que sur le continent africain et au Maroc notamment, on a cette diversité de pratiques audiovisuelles et de pratiques journalistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des thématiques, on a des chaînes thématiques. Un peu comme chez nous ici en France. Vous avez vu l'arrivée de la TNT et vous nous bousculez carrément le marché. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une forte régie publicitaire. Donc, qui dit forte régie publicitaire, derrière, ça engendre forcément du fric et ça démontre bien
tout ça pour, j'essaye de synthétiser, hein, pardonnez-moi, mais c'est pas simple en 10 minutes, 5 minutes d'expliquer un petit peu si vous voulez. Effectivement, cher confrère Adil Farkan, et sachez-le, c'est une question qui s'impose aussi. Un franco-marocain comme vous, c'est une belle image pour notre pays aussi, hein, donc en tant que Marocain, a réussi à faire son nom dans le monde des médias français. C'est un avantage pour le Maroc, c'est un avantage aussi pour la France comme pays d'adoption. Quel est le secret? Alors merci beaucoup d'abord, merci. Franchement, des personnes comme moi ou des journalistes comme moi, franchement, je pense que aujourd'hui, voilà, il y en a de plus en plus, vraiment de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut reconnaître qu'il y a des Français issus de l'immigration et des Français qui sont maghrébins ou marocains, puisque vous me faites allusion au Maroc, il y en a de plus en plus. D'abord, je vous remercie infiniment. Et puis, que vous dire pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est pas simple. Si vous voulez, moi, ce que je tente de faire, et depuis de longues années maintenant, c'est d'essayer de faire comprendre, quand on est franco-marocain, quand on est franco-maghrébin, quand on est franco-africain, tout court, c'est de dire qu'aujourd'hui, franchement, le plafond de verre, il existe en France. D'accord? Ce fameux plafond de verre. Le racisme, il s'est banalisé. D'accord? Il s'est même normalisé. Et tout ça m'amène à vous dire que il faut de plus en plus faire sa place. Et pour faire sa place, il faut se battre au quotidien en permanence. Il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça par hasard, parce que d'abord notre métier de journaliste, c'est un métier de cooptation, c'est-à-dire que tout le monde se coopte, d'accord? Moi, j'ai pas été coopté. Quoique à un moment, si vous voulez, je me suis fait remarquer par Philippe Labro, par Étienne Moujotte, Philippe Labro, un ancien d'RTL, et puis Étienne Moujotte, avec lequel j'ai bossé longuement à TF1, et eux, à un moment, m'ont saisi, m'ont donné une opportunité. Mais après, quand on vous donne une opportunité, je peux vous dire que vous n'avez pas intérêt à vous louper, c'est-à-dire qu'on vous donne une chance. Et la particularité des Français issus de l'immigration, c'est-à-dire qu'on vous donne une chance, pas deux, pas trois, contrairement aux autres. C'est-à-dire que les autres, on est indulgent, on peut, voilà, nous, comme disent beaucoup, il nous faut l'excellence, et non pas la médiocrité ou d'être moyen. Exactement, voilà. Exactement. C'est la chance que la direction de Radio Pluriel nous a accordée en tant que franco-marocain pour animer cette émission qui est dédiée à la promotion des relations France-Maroc, qui rentre dans la logique de ce que je viens d'entendre. Sachez-le, il n'y a rien qui est au hasard, qui est porté par le hasard, mais par contre, c'est le travail, c'est la conviction aussi. Donc, quand la personne a une conviction, bien pour y arriver, et soyez sûr et certain qu'il y arrivera. Et le fait d'avoir des compétences comme le vôtre et aussi d'autres compétences, et Dieu sait, sont nombreuses, ça montre à quel point, comme quoi, le Maroc a de l'avenir. Et a de l'avenir parce qu'on n'arrivera jamais à se détacher de notre pays d'origine et on n'arrivera jamais à oublier notre pays d'adoption. Et c'est une fierté d'avoir avec nous un franco-marocain. Mais vous avez absolument raison, mais c'est très juste ce que vous dites là, ce que vous venez de dire, ce que vous venez de décrire. C'est très juste parce que si vous voulez, si on n'est pas animé, comme vous voulez le souligner, par une passion, d'accord? Je pense que moi, je vais parler de mon cas personnel, moi j'ai été animé par un mot, c'est la niaque, d'accord? Cette niaque-là que j'ai de tout jeune, quand j'ai vu mes parents arriver très jeunes en France, j'ai vu qu'ils ont beaucoup souffert. Il a fallu beaucoup d'obstacles pour les surmonter. Il aura fallu d'abord qu'ils démontrent, qu'ils montrent et qu'ils prouvent aussi à quel point qu'il fallait qu'ils s'intègrent en France, d'accord? Je les ai vus, je l'ai vécu, ça, tout jeune d'ailleurs, j'avais 8-9 ans et je le vivais et je le voyais. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à me dire que je n'ai pas le droit à l'erreur. Exactement. Et qu'il faut absolument réussir. Et on se doit de réussir. Et pour réussir, vous avez lâché un mot tout à l'heure, c'est le mot travail. Il faut travailler en permanence. Je pense que c'est la seule chose, et c'est le seul mot-clé, d'accord, pour parvenir à ses ambitions et à ses objectifs. C'est le mot travail. Il faut travailler. Exactement. Personne qui est parfait, mais c'est la conviction et la foi de la personne qui l'emportera soit à court ou à moyen terme, voire à long terme. Je vous remercie infiniment, M. Adil Farkan, de votre intervention. Je serai heureux si un jour vous êtes disponible de participer avec nous avec plus de temps sur des dossiers qui touchent la communauté marocaine résidente à l'étranger ou surtout les franco-marocains et surtout leur participation qui devrait être une participation très active à cette coopération sud-sud dans l'avenir et cette relation France-Afrique, France-Maroc. Je vous souhaite une excellente dimanche.
Je vous prie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. J'espère avoir été clair parce que je pense que c'est pas simple de parler comme ça en 10 minutes. Et puis, évidemment, bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir. Si je suis de passage, je viendrai longuement, évidemment, converser avec vous. Avec grand plaisir. Merci, cher Adil. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Alors vous êtes journaliste parlementaire élu au bureau de la presse parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous assurez actuellement les retransmissions en direct de l'actualité à l'Assemblée nationale sur la chaîne parlementaire LCP. Vous avez fait également une longue carrière de journaliste sur France 3. Vous avez été chef du service politique intérieur de la rédaction nationale. Et vous avez été aussi, je tiens à le souligner, rédacteur en chef de Soir 3, en charge de l'actualité parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat pour France Télévisions. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Arc-en-Ciel. Alors, ma première question s'inscrit notamment autour de la presse parlementaire. Pourriez-vous nous éclairer, ou plutôt nous parler de la presse parlementaire ? Alors tout d'abord, cette presse parlementaire, vous savez qu'elle correspond à l'initiative d'un certain nombre de journalistes. Il y a une centaine d'années, c'était exclusivement des journalistes de la presse écrite, et puis c'est devenu journaliste de la presse écrite et de la radio, et puis encore plus tard de la presse écrite, de la radio et bien sûr de la télévision. Se sont ajoutés depuis une trentaine d'années une multiplicité de radios locales ou de radios régionales, ce qui fait qu'actuellement à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a une centaine d'années, il y avait tout juste 20 journalistes parlementaires, aujourd'hui il y a plus de 350 journalistes parlementaires. Pour suivre quoi ? Pour suivre évidemment d'abord la vie politique intérieure de la France, mais aussi ce qui se passe à l'international. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, toute cette presse parlementaire est particulièrement sur les dents parce qu'on a vécu deux événements importants à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, ce sont les lendemains des élections municipales, qui encore une fois sont des élections locales et pas nationales, c'est vrai, mais qui ont donné un véritable raz-de-marée au bénéfice de l'opposition, c'est-à-dire de l'ancienne majorité. Les socialistes se sont écroulés un petit peu partout en France, et le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est que les socialistes locaux, par exemple, je prends exclusivement les maires, puisque ce sont les élections municipales, de nombreux maires étaient socialistes. Ils avaient bénéficié d'ailleurs à l'époque d'une sanction contre la politique menée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Autrement dit, à cette époque-là, l'UMP avait perdu de nombreux sièges. 2 ans plus tard, après l'arrivée de François Hollande, c'est une sanction cette fois contre le pouvoir actuel. L'UMP et les centristes ont pratiquement rasé toutes les municipales, ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République française est dans une très mauvaise situation. Qui plus est, ajouté à ces municipales qui ont lieu au mois de mars. Une autre élection qui arrive la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 25 mai, ce sont les élections européennes. Là encore, l'opinion française est complètement divisée sur cette affaire. Pour ce qui concerne la vie politique intérieure et les mesures économiques et sociales qui ont été votées par la nouvelle majorité socialiste, au bout de 2 ans, ça a donné véritablement des résultats complètement négatifs qui expliquent encore une fois les revers électoraux de cette majorité socialiste et le fait que dans les sondages, le président de la République, François Hollande, est vraiment au plus bas. On n'a jamais vu cela sous la Ve République. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Français sont-ils mécontents ? Parce que le taux de chômage explose alors qu'il était relativement stabilisé. La vie économique est de plus en plus difficile. Et pour sortir la France de son impasse
financière, lutter contre les déficits, eh bien, le gouvernement a augmenté les impôts, demande des efforts aux Français, de plus en plus d'efforts, et finalement, ces Français ne voient pas encore le résultat venir. Alors, catapultage ou fracas avec les élections européennes, parce que la politique européenne de la France est défendue d'ailleurs par l'ensemble des gouvernements, qu'ils aient été de droite ou de gauche de ces 30 dernières années, sauf par le Front National, qui est un mouvement politique qualifié d'extrême droite, ce qui conteste d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été un indice aux élections municipales dont je vous parlais tout à l'heure, le mécontentement des Français s'est exprimé aussi par le report d'un grand nombre de voix traditionnellement attribuées aux socialistes ou à la droite. Ce grand nombre de voix se sont répercutées sur un certain nombre de candidats du Front National, et on n'a jamais vu autant de candidats du Front National gagner des élections municipales. Et dans la perspective des élections européennes, dimanche prochain, il n'y aura d'ailleurs qu'un seul tour, parce que ce sont des élections à la proportionnelle de liste. Eh bien, dans les sondages, on voit que le Front National serait le premier parti de France au lendemain de ces européennes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les Français ne sont pas forcément devenus des extrémistes, mais qu'en quelque sorte, ils trouvent que le seul moyen de se faire entendre est de dire à l'Europe, non, vous en demandez trop, vous demandez beaucoup trop d'efforts à la France, eh bien, c'est de se jeter, entre guillemets, dans les bras du Front National. Ça n'aura pas de conséquences majeures, parce que sur l'ensemble des pays européens, il y a encore une majorité traditionnelle, donc l'Europe ne sera pas mise à terme. Et tout de même, ça sera un sérieux avertissement pour le pouvoir en place, qui évidemment défend bec et ongle la politique européenne, et d'ailleurs, que ce soit la gauche traditionnelle ou la droite traditionnelle, et le centre aussi, tout le monde défend la politique européenne, et personne ne voudrait voir la France sortir de l'euro, voire de l'Europe. Mais enfin, vous voyez que la situation politique française au sommet de l'État est particulièrement fragile, même si le président de la République a nommé un tout jeune Premier ministre, Manuel Valls, qui d'ailleurs, à une certaine époque, a eu, un appel du président Nicolas Sarkozy pour le faire entrer dans son gouvernement, ce que Manuel Valls a refusé à ce moment-là. Bon, voilà un petit peu pour la physionomie politique du jour, mais la vie du pouvoir en place n'est pas simple, et à l'Assemblée nationale, ça a de très très grosses répercussions, même si la majorité parlementaire socialiste est là jusqu'en 2017. Parfait, M. Tavares. Sur un deuxième volet, en quoi ce rééquilibrage des influences internationales sur le continent africain change-t-il la donne pour les acteurs traditionnels que sont la France et l'Europe? Alors, je vous ai parlé de la politique intérieure française, on aurait pu parler de la politique extérieure. Et c'est vrai que sur cette politique extérieure, la majorité et surtout le président de la République ont davantage, disons, de bonne opinion au sein de la population française. Par exemple, lorsque le Mali a appelé la France au secours et que la France a envoyé des soldats pour sauver les populations, cette politique a été approuvée par la majorité du Parlement. Quand je dis la majorité du Parlement, c'est à la fois la droite, le centre et la gauche socialiste. Donc là-dessus, il y a eu un très large consensus. Aujourd'hui, il se pose d'autres questions. Vous avez vu avec l'affaire ukrainienne, par exemple, on voit bien que la France et l'Europe essayent de soutenir, disons, le pouvoir ukrainien traditionnel, mais que ça ne va pas très loin, même s'il y a des sanctions économiques, parce qu'il y a un autre acteur, qui est Vladimir Poutine, qui est un grand pays, évidemment, comme la Russie, avec lequel on ne peut pas livrer de bagarres frontales. Donc, on est dans la stratégie d'une très haute diplomatie. En revanche, en Afrique, ça devient de plus en plus compliqué. On a vu un certain nombre de présidents africains, dont le président du Niger, avec l'affaire Boko Haram, venir voir le président de la République hier à l'Élysée et dire « aidez-nous à faire quelque chose ». Aidez-nous à faire quelque chose, mais jusqu'où? Faut-il envoyer encore des soldats français ou une troupe européenne sur place en Afrique pour tenter de chasser les islamistes extrémistes? Ça, c'est une vraie question qui se pose. La décision n'a pas été prise. On voit bien que la France, par exemple, sur l'affaire du Mali, qui devait être réglée selon le président de la République en quelques mois, eh bien, n'est pas encore sortie d'affaire. On voit que la vie est très très compliquée sur place. Alors, ce qu'on observe, par contre, puisque nous sommes sur une radio marocaine, ce qu'on observe depuis la France, c'est une relative stabilité ou un sens de l'observation appuyé du pouvoir marocain et du roi du Maroc,
qui garde ses distances et qui, en quelque sorte, garde son libre arbitre par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. On le comprend fort bien, parce que la question majeure pour le Maroc, c'est la question du Sahara. Et en même temps, il faut qu'à ses frontières, le Maroc arrive à contenir toute l'immigration. Alors, ce que l'on voit également, c'est que, évidemment, au Maroc, il y a un Sénat et il y a une Assemblée nationale, mais il y a aussi un roi. Et l'évolution qu'on a observée depuis la France sur ce qui se passe au Maroc depuis au moins une dizaine d'années, c'est une évolution vue de la France qui va dans le bon sens. Vous savez que pendant très longtemps, la question des droits de l'homme a été mise sur le tapis. On disait que le Maroc n'allait pas comme ci, n'allait pas comme ça. Mais quand même, depuis quelques années, on voit que le roi du Maroc est davantage à l'écoute de son peuple, qu'il a changé, et qu'il donne, comment dirais-je, davantage de signes de démocratie aux Marocains. Ça se sent vu de la France, parce que au Maroc, évidemment, on a des entreprises françaises, on a une population française qui vit sur place et qui remonte un peu toutes ces informations. Puisque nous sommes avec des journalistes parlementaires ou entre journalistes, on observe aussi du côté de la presse française qu'il y a au Maroc aujourd'hui une liberté d'expression, une certaine liberté d'expression dont on peut parler et dont on n'aurait certainement pas parlé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc ça va évidemment dans le bon sens. D'autre part, ce qui se passe au niveau des universités va également dans le bon sens. L'université marocaine, c'est en langue française. Ce qu'on peut simplement regretter, peut-être, c'est que dans les lycées et collèges marocains, ce soit uniquement la langue arabe, ce qui fait que lorsque les lycéens arrivent aux portes de l'université, il y a quelques petits problèmes. Je pense que d'ailleurs, le pouvoir marocain en est conscient. Alors, on observe également la chose suivante. À partir du moment où le roi du Maroc est à l'écoute de son peuple, répond aux besoins de son peuple au niveau de la liberté, de la démocratie, du pouvoir, de la possibilité de manifester de temps en temps dans les rues, comme on le fait un peu plus souvent en France. Bref, on sent que il y a peut-être, je ne dis peut-être, mais ça c'est une opinion personnelle, une évolution de cette royauté qui reste le ciment du peuple marocain, ça on le voit bien. Et le président français de la République, qui n'est pas un roi, mais qu'un président de la République voudrait bien qu'il en soit ainsi. Donc le roi du Maroc, on sent bien que c'est le ciment avec le peuple marocain. Et la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est que dans quelques années, est-ce qu'on ne se dirigerait pas au Maroc vers une monarchie constitutionnelle? Voilà l'observation d'un journaliste français. Parfait, M. Tavares, mais on est vraiment dans un cadre d'une monarchie constitutionnelle, vu ce qui se passe, vu les acquis avec la nouvelle constitution de 2011, qui a donné plein pouvoir à pas mal d'institutions marocaines. Et l'évolution marocaine est bien saluée à travers le monde, et surtout le travail qui est en train de se faire sur le plan soit journalistique, soit les droits de l'homme, soit la liberté d'expression de M. Lambda, marocain. Nous tenons à vous remercier, M. Tavares, pour votre patience, et on vous dit à très bientôt, M. Tavares. À très bientôt, merci. Merci à vous, au revoir, monsieur. Au revoir. Latif, bonjour. Oui, bonjour, mon cher ami. Je vous en prie. Oui, alors donc je pars sur la continuité de M. Tavares. C'est que depuis quelques mois, ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie économique et le lobbying marocain et disons français au niveau de l'Afrique, c'est une notion un petit peu nouvelle qui intervient au moment des crises qui sont sans frontières aujourd'hui, en raison de la médiatisation de ce type de nouveau concept des sciences humaines dans les MAE, c'est-à-dire les ministères des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un concept qui est vulgarisé, un peu provocateur, séducteur aussi même dans les grandes écoles de gestion et qu'on entend à travers l'éthique des affaires, l'éthique politique et la transparence, ou parfois dans des termes un peu génériques dans les chambres de commerce qui s'appellent la bonne gouvernance ou bien le lobbying international qui a un caractère un petit peu, je dis marchand, et dans les associations civiles, il a un caractère un peu non lucratif. Donc, généralement, les ministères des Affaires étrangères n'ont pas dérogé à cette règle de vague au niveau de la mondialisation depuis une vingtaine d'années sur comment dirais-je, la formation donc de l'ensemble des ambassadeurs qui n'ont plus un caractère politique mais qui ont un commercial, et même le ministre devient un facteur commercial, ce qui est très, très important.
Je dirais que la diplomatie aujourd'hui, l'éco-diplomatie ou la diplomatie économique confère aux représentations diplomatiques et consulaires une nouvelle mission de soutenir les efforts de relance économique du gouvernement et celle des organismes publics avec la promotion du pays au sens économique, servant parfois d'interface pour les opérateurs privés, nationaux et parfois pour les pays qui sont accrédités afin de trouver de nouveaux débouchés pour les produits industriels, touristiques, de services et de mobilisation, etc. Bien, aujourd'hui, à travers les objectifs, disons, de l'éco-diplomatie, c'est la recherche du financement, c'est la promotion commerciale, c'est l'organisation et l'animation des forums internet de promotion, c'est le rôle d'interface de la circulation d'informations parfois. Parfois, c'est aussi au niveau des étudiants, c'est les bourses que l'on donne. Et au niveau français, on y ajoute, ce qui est une spécificité d'ailleurs que le Maroc va reprendre, c'est la culture qui est liée à la diplomatie économique. Et là, la culture devient au service de l'État. Donc, et les artistes, les cinéastes font de l'économie et certains lient la programmation qui existe entre le culturel et l'économique, l'un renforce l'autre. Et ces espèces de commissions mixtes parfois qu'ils créent donnent des échanges au niveau bilatéraux et se tiennent en principe séparément, mais ils s'articulent quand même. Alors il y a une spécificité de la Chine que je vais sauter, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais disons en France, je dirais que la diplomatie est un peu volontariste, mais elle repose sur un référentiel idéologique qui est à la disposition d'une série d'instruments administratifs. C'est encadré par l'État, a toujours fait partie donc de l'idée d'une liaison entre l'économie et la culture, et la doctrine existe car le caractère unique de la culture de la France, appréhendée même parfois à travers la francophonie, c'est un ensemble global façonné autour de la langue française, et même il y a une très belle définition d'un directeur du ministère des Affaires culturelles et scientifiques en France, qu'il disait d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas simplement de diffuser la langue française, mais aussi de promouvoir sa culture au sens large et diffuser l'image de la France dans sa globalité en mobilisant toutes les gammes des instruments d'intervention, tels que par exemple le symbole de la culture, la langue, l'apprentissage, la pratique, l'enseignement du français à l'étranger et le théâtre à travers les centres culturels de français, ce qui est très important. Alors cette idée a été reprise, qui est le premier terme de la francophonie, a été d'ailleurs inventée, j'ai vérifié dans mes dictionnaires, c'est le géographe qui s'appelle Élisée Recluse, qui à la fin du XIXe siècle a inventé ce mot de la diplomatie française qui s'appelle la francophonie. Et il existe donc en France une espèce de consensus sur la notion de la francophonie, que ce soit de gauche ou de droite, et les gouvernements de gauche, comme de droite d'ailleurs, soutiennent cette valeur, et qui semble être une partie du patrimoine français incontournable. À droite même, on y voit parfois ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité nationale traditionnelle. Et à gauche, c'est une défense contre l'impérialisme américain de cette culture, donc avec des espèces de quotas au niveau de la radio et la télévision, etc. Alors Parfait. au Maroc, il nous reste peut-être le Maroc, c'est encore, j'ai 2 minutes. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il me reste 4 minutes. 1 minute, 2, c'est pour simplement... Non, même, oui, je vous en prie. Alors la diplomatie économique marocaine, c'est un espace de négociation, de concertation, souvent de marchandage, au sens sociologique du terme, mais c'est un trait culturel donc du Maroc, centré sur un pouvoir de domination généralement économique, mais aujourd'hui, on commence à former, moi-même j'ai formé les anciens ambassadeurs dans un club et les directeurs centraux avec une dizaine de conférences et de séminaires bloqués pour justement cette formation. Et aujourd'hui, le rôle s'inverse dans le cadre du lobbyisme, car les ambassades à caractère politique deviennent une espèce de négociation économique pour lequel c'est une nouvelle vision, une nouvelle mission qui est en dehors de ces pratiques culturelles. Et au fur et à mesure que le processus de négociation économique s'institutionnalise dans le jeu stratégique de la politique, il y a un nouvel enjeu de la mondialisation économique qui devient soit d'ordre économique, soit d'ordre politique, mais remet en question toutes les cas de figure et en même temps de la centralisation des décisions politiques de l'État, donc moins d'idéologie de l'État. Et la présence simultanée de ces deux types de stratégies qui, c'est interne et externe, sont en général à distinguer, exprime l'image de la société marocaine qui est un peu bicéphalisée à travers l'existence, je dirais, d'un double visage. C'est l'identification des stratégies d'ordre économique et d'ordre politique qui nous amène à nous interroger sur le savoir, sur la nouvelle pratique des ambassades du Maroc, donc à l'étranger. Sont-ils des entreprises aujourd'hui
organisationnels au sens politique ou sont-ils des institutions au sens économique du terme? Alors, en période, d'une manière générale, hein, c'est vraiment en période de Monsieur croissance économique... je suis désolé, il me reste 2 minutes. D'accord. Donc, on fait... La politique de la diplomatie change en fonction de la diplomatie quand on est en crise et quand on est en croissance. Le langage, donc, change en fonction de l'économie. Soit il est plus politique, soit il est plus économique, mais je n'ai pas le temps de vous les développer. Parfait. La prochaine fois, Sylvie Kak. Merci beaucoup de votre intervention. Notre fidèle représentant de l'émission à Casablanca. Merci, c'est Abdelatif Al-Fkak. Juste à titre d'information, sur l'info marocaine, il faut dire que les forces armées royales FARF a fêté le 58e anniversaire de leur création ce mercredi 14 mai. Et à cette occasion, une cérémonie a été organisée au siège de l'état-major général à Rabat. Elle a été présidée par le général du corps d'armée Abdelaziz Bennani, inspecteur général des phares et de commandant de la zone sud. Autre information capitale concernant le Maroc, c'est l'Office national des hydrocarbures et des mines fait état d'une découverte prometteuse d'indices de gaz à Sidi Mokhtar dans la province d'Essaouira. Il nous reste 1 minute et on vous dit à très très bientôt pour un de haut niveau et de qualité et à la semaine prochaine. Au revoir.